Madame, Monsieur, merci de nous faire honneur de rester encore devant votre petit écran pour suivre cet autre programme Actu Santé avec un sujet que vous allez découvrir. Nous parlons bien entendu du glaucome, qui est d'ailleurs une maladie cécitante et selon les spécialistes, c'est la deuxième cause de cécité après la cataracte et c'est une pathologie qui touche tout le monde, les adultes comme les adolescents. Et pour en parler, nous recevons Dr Manga Théoda, qui est d'ailleurs ophtalmologiste. C'est lui notre invité. Docteur, merci de répondre à nos questions. Bonsoir, M. Ndongo. Alors, avec vous, nous parlons du glaucome. Mais déjà, vous êtes ophtalmologiste. Cela veut dire quoi? Ophtalmologiste, c'est une spécialité médicale qui s'occupe des maladies et de la chirurgie des yeux. Uniquement? Uniquement. Voilà. Alors, les yeux, quand on dit les yeux, c'est le globe oculaire, c'est les annexes, c'est-à-dire les paupières, et c'est les voies lacrymales. Et voilà, donc si on n'a pas des yeux, on ne peut pas voir de toute façon. Ah bien sûr, c'est un organe sensoriel essentiel. Voilà. Avec vous, nous parlons du glaucome. C'est quoi déjà le glaucome? Alors, le glaucome, c'est une maladie du nerf optique. Le nerf optique, c'est ce câble qui va de l'œil jusqu'au cerveau, qui amène les images qui sont recueillies par l'appareil photographique qu'on appelle l'œil, qui les amène jusqu'au niveau du cerveau, au niveau de la nuque, du lobe occipital du cerveau, où elles sont analysées. C'est-à-dire qu'il y a d'abord une perception des images et puis il y a une interprétation de ces images-là par le cerveau, où il y a des associations avec les souvenirs, les visages, où il y a une reconnaissance des visages et un appel des souvenirs qui sont liés à ces visages-là. Donc le nerf optique, c'est donc un câble essentiel. Si le câble est débranché, vous vous imaginez qu'il n'y a pas d'image qui passe et qui arrive au cerveau. Donc il n'y a pas de vision, même si l'œil est intact en lui-même. Un peu avec la caméra et bien entendu des câbles qui vont... Exactement, c'est comme la caméra qu'on branche et qu'on a les images sur la télévision. Très bien. Alors, c'est une maladie, c'est une pathologie au Cameroun. Est-ce que la maladie est davantage présente chez nous? Alors, il faut savoir que le glaucome, c'est une affection qui n'a pas de discrimination, qui touche aussi bien les hommes, les femmes que les enfants, qui touche les blancs, qui touche les noirs, qui touche les asiatiques. Et il y a quand même, j'ai dit qu'il n'y a pas de discrimination, il y a quand même une toute petite prédominance de la maladie chez le sujet noir. Elle est 4 à 5 fois plus présente que chez le blanc. Chez les asiatiques aussi, elle est plus présente que chez le sujet caucasien, même si c'est un autre type de glaucome en général que celui des Africains. Alors, puisque nous sommes africains, je voudrais bien que l'on s'intéresse au type africain, le glaucome. En général, c'est un glaucome. Disons qu'il y a deux sortes de glaucome, le glaucome à angle ouvert et le glaucome à angle fermé. Parfois, il y a des glaucomes qui sont mixtes. Le sujet noir, il fait plus souvent des glaucomes à angle ouvert. Je vais vous expliquer plus tard ce que ça veut dire, ça. Et les sujets asiatiques font plus souvent des glaucomes à angle fermé. Quand on dit plus souvent, il n'est pas rare de voir un sujet camerounais, comme africain, qui fasse un glaucome à angle fermé également. Alors, puisque c'est un sujet qui intéresse les Africains, on va parler du glaucome à angle ouvert. C'est lui qui nous intéresse davantage. Exact, c'est le plus fréquent. 80%, 70 à 80% des glaucomes au Cameroun. Et pourquoi nous alors? Ben, écoutez, c'est une prédisposition génétique, disons comme ça, parce qu'il n'y a pas d'explication particulière. On a parlé d'une pigmentation, d'une partie d'évacuation de l'humeur aqueuse, c'est un liquide qui se trouve dans l'œil. Il y a plusieurs hypothèses, mais franchement, c'est une simple prédisposition génétique du sujet noir, comme il y a une prédisposition aussi pour la drépanocytose ou certaines autres maladies. Alors, quels sont les facteurs de risque et quelles sont les causes, en fait, du glaucome? Alors, le premier facteur de risque, effectivement, c'est la race. Je vous ai dit tout à l'heure que la race noire est beaucoup plus prédisposée à faire le glaucome que les autres races. Le deuxième facteur de risque, c'est, disons, une présence dans la famille d'une personne qui a un glaucome. Il y a une sorte d'hérédité qui prédispose plus les gens qui ont une personne proche dans la famille et a un glaucome. Il y a d'autres facteurs de risque que l'âge. En général, il apparaît après 40 ans, même si on trouve le glaucome à tous les âges. Il y a même le glaucome chez les bébés, on parle de glaucome congénital. Il y a le glaucome chez les jeunes, on parle de glaucome juvénile. Mais en général, la plupart des glaucomateux, c'est après 40 et 50 ans. Alors, puisqu'on parle également et des enfants et des adultes, mais je voudrais qu'on dise un mot chez les enfants, le glaucome juvénile, vous l'avez évoqué également. Oui.
juvénile, c'est chez les adolescents en général. Chez les enfants, les nouveau-nés, ils peuvent faire des glaucomes. À la naissance, on voit que l'enfant a l'œil qui est un peu plus gros, la cornée qui devient grisâtre. Et on essaie de palper les yeux, on voit que la tension est élevée, on amène l'enfant pour un examen au bloc opératoire sous anesthésie, on voit qu'il y a une tension qui est très élevée, qui est à 34, 35, parfois plus. Et ces enfants-là, en général, il faut les opérer urgemment pour qu'ils ne perdent pas la vue dans les semaines qui suivent leur naissance. Et qu'est-ce qui peut être à l'origine pour ces enfants-là qui naissent à peine? On peut dire que c'est une malformation de l'œil qui empêche que le lumeur aqueuse circule normalement. Et pour les adolescents? Voilà, pour les adolescents, c'est aussi des facteurs génétiques qui font que dans certaines familles, les gens font des glaucomes précocement, parfois 14, 15, 16, 18 ans. Et dans ces familles-là, quelquefois, il n'est pas rare de trouver que deux frères, ou un frère et une sœur font le glaucome dans la même famille, ou plusieurs autres personnes. Il y a des familles de glaucomateux, il faut le savoir. C'est la même chose chez les adultes, vous avez dit, enfin, il faut avoir atteint au moins 40 ans. Oui, chez les adultes également, il y a une prédisposition génétique, si vous avez un frère. Et d'ailleurs, l'une des recommandations qu'on fait aux glaucomateux qu'on dépiste, c'est d'aller dire à leur famille qu'on a dépisté un glaucome chez moi et que le docteur a demandé que, où que vous soyez, vous allez vous faire dépister. Vous allez chez un ophtalmologue qui vous dit si vous avez une prédisposition, si vous avez déjà commencé à faire la maladie ou si vous la ferez éventuellement. Et dans ces cas-là, il n'est pas rare qu'on découvre dans d'autres personnes, dans la famille, d'autres personnes qui souffrent de cette affection. Est-ce qu'il est facile de savoir chez quelqu'un, chez un adulte par exemple, ou un adolescent, que ce dernier souffre par exemple du glaucome sans avoir consulté un médecin? Ah non, là c'est ça qui fait la dangerosité de la maladie, c'est que c'est une maladie silencieuse. Donc on va peut-être revenir sur les signes, mais vous ne ressentez rien. Il y a des gens qui arrivent chez le médecin quand ils ont perdu la vue complètement. Donc c'est pour ça que quelquefois on dit qu'il est très important d'avoir au moins une consultation ophtalmologique au moment où on commence à faire de la presbytie autour de 40 ans, pour donner l'occasion à un ophtalmologiste de faire au moins cet examen qu'on appelle le fond de l'œil et de voir le nerf optique et de voir s'il y a besoin de rechercher un glaucome ou pas. Donc attention aux gens qui vont se faire prescrire des lunettes dans la rue ou qui ne passent pas par l'ophtalmologiste, parce que ce n'est pas seulement une prescription de lunettes, c'est l'occasion de faire une consultation générale de sa vue. Quelle est la différence qu'il y a entre le glaucome et la cataracte? Alors c'est deux choses différentes qui touchent des structures différentes. Je vous ai dit que le glaucome touche le nerf optique, qui est le câble qui amène les images dans le cerveau. La cataracte touche un des milieux transparents de l'œil, qui est une sorte de cristallin, qui est comme une loupe dans l'œil, qui permet d'amener l'image jusqu'à la rétine, mais de manière claire, qui permet même de régler les mises au point, qui transmet, en fait, c'est un milieu qui transmet, transparent, qui transmet les images jusqu'à la rétine, qui est la pellicule de l'œil, et qui capte donc ces images là, par les cellules photosensibles, et c'est celui qui a maintenant le message est transmis au niveau du nerf optique jusqu'au cerveau. Donc, le cristallin, où se passe la cataracte, c'est juste un des milieux de l'œil, qui est d'ailleurs à l'avant, qui n'est pas derrière comme le nerf optique. D'ailleurs, je vais vous montrer tout à l'heure quelques... Alors, puisque nous parlons du glaucome, et on sait beaucoup plus chez les adolescents ou chez les adultes, mais ça paraît sensiblement de la même façon, est-ce que les manifestations sont les mêmes, que ce soit chez l'adulte ou chez l'adolescent? Alors, je vous ai parlé du nouveau-né, où c'est souvent assez impressionnant. Et là, on ne peut pas se tromper parce que l'enfant, il ne voit pas, il armoie, l'œil est gris au lieu d'être clair. Un peu plus tard, c'est difficile de faire le diagnostic, puisque je vous ai dit que la maladie a peu de manifestations. Et il est tout à fait exceptionnel qu'une personne vienne en consultation parce qu'elle a un glaucome. Il y a des signes cachés comme parfois les yeux qui sont rouges, quelquefois des maux de tête, quelquefois des larmoiements, vraiment des signes tout à fait généraux qui ne permettent pas d'orienter spécifiquement vers le glaucome ou vers une conjonctivite ou d'autres choses. Donc c'est un examen ophtalmologique poussé qui permet de faire de suspecter d'abord le glaucome par l'examen du fond d'œil, qui est un examen de routine qu'on fait souvent au cours de toute consultation ophtalmologique. Mais une fois qu'on a suspecté cette déformation au niveau du nerf optique, et aussi un autre signe qui est essentiel, c'est la prise de la tension oculaire. Quelquefois dans les glaucomes, la tension oculaire peut monter, peut être élevée. La tension oculaire, je rappelle qu'une tension oculaire normale
elle ne doit pas dépasser 21. Et donc, si vous voyez 22, 23, 24, parfois 37, 50, à ce moment-là, vous pouvez être tout à fait certain qu'il y a, sinon un glaucome avéré, du moins un risque élevé de glaucome. Même si on reviendra dessus, la tension oculaire n'est que l'un des signes et qui n'est même pas un signe tout à fait totalement fiable quand il est normal. Et quand il est élevé, c'est quand même assez fiable. Est-ce qu'un choc, par exemple, un choc peut créer le glaucome? Je parle de choc, ça peut être un coup de poing, ça peut être un tendeur de piège qui subit une frappe au niveau de l'œil ou encore un caillou qui a été lancé par n'importe qui. Ça peut créer le glaucome également? Alors, c'est vrai qu'on a parlé de l'hérédité, mais tous les glaucomes ne sont pas d'origine héréditaire, effectivement. Il y a des glaucomes qui sont d'origine post-traumatique, des glaucomes qui sont d'origine inflammatoire. Il y a des gens qui font ce qu'on appelle des uvéites hypertensives, c'est-à-dire une inflammation de l'œil qui fait monter la tension dans l'œil. Et il y a des glaucomes dus à des médicaments. Quelquefois, les gens ont des yeux rouges, ils vont dans la pharmacie, on leur prescrit des corticoïdes. Ces corticoïdes peuvent faire monter la tension et créer un glaucome qu'on appelle iatrogène, qui est dû à un médicament. Donc, effectivement, on peut avoir un glaucome post-traumatique à la suite d'un coup de poing, d'un ballon dans l'œil qui fait saigner à l'intérieur de l'œil, qui fait monter la tension par d'autres mécanismes. Alors, on le sait très souvent, les boxeurs, je parle de ce cas parce que c'est des coups de poing que l'on reçoit. Ça veut dire qu'un mauvais coup de poing peut créer le glaucome chez celui qui pratique ce sport-là. Un karatéka, même chose. Je comprends que c'est de ça que vous parlez. Mais alors, davantage, on a rarement vu ça chez les boxeurs. Pourquoi ils ne sont pas victimes du glaucome, par exemple? D'abord, ce n'est pas étiqueté que tel a un glaucome ou pas. Vous ne savez pas. Quand vous voyez une personne, vous ne pouvez pas dire si c'est un glaucomateux ou pas. Et puis ensuite, les boxeurs portent des gants. En général, on est impressionné parce que les paupières sont enflées, elles saignent, mais l'œil est relativement protégé dans sa cavité. C'est-à-dire que le boxeur, avant de recevoir le coup, on a tendance naturellement à fermer les yeux et à protéger le globe oculaire. Donc, il est rare que le traumatisme arrive directement à l'œil. Les paupières sont là pour protéger les yeux. Donc, quelquefois, on voit que les paupières sont enflées, que l'œil est fermé parce que le dème palpébral est important et qu'il y a même du sang. Mais quand on ouvre l'œil, le globe est parfaitement intact. Donc, il n'y a pas vraiment de corrélation entre ce sport-là et le risque de glaucome. Ce n'est pas un facteur de risque de faire de la boxe et d'avoir du glaucome. Vous êtes ophtalmologiste et que vous pratiquez d'ailleurs et vous recevez des patients au quotidien. Est-ce que le glaucome fait partie des priorités ou tout au moins des cas prioritaires dans vos multiples consultations? Alors, c'est une affection qui est vraiment préoccupante pour les médecins. Il n'y a rien de plus frustrant pour un médecin que de voir un patient, de voir le nerf optique, de se dire qu'il y a peut-être un glaucome, peut-être pas, et puis de se dire, au fond, bon, je ne vais pas lui demander des examens, c'est cher, je ne suis pas tout à fait sûr, et puis de revoir le patient quelques années plus tard, et que la maladie a sérieusement avancé. On se dit que vraiment, on est passé. Il n'y a rien de plus frustrant pour un médecin que de laisser filer un glaucome, parce qu'on n'a pas osé demander l'examen complémentaire qu'il fallait à ce moment-là. Donc, c'est une maladie qui est... D'ailleurs, les statistiques disent que 50% des glaucomateux ne sont pas dépistés et 50% des glaucomateux traités ne le sont pas effectivement. C'est pour vous dire la complexité. Ça, ce sont des statistiques françaises, hein, où on a fait des études poussées. C'est pour vous dire que la maladie est très, très difficile à diagnostiquer, qu'elle est délicate. Quand on dit 50% des glaucomateux ne sont pas dépistés, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, que c'est une maladie silencieuse, donc les gens ne savent pas qu'ils l'ont, ou alors, quand on examine les personnes, la maladie n'est pas suffisamment avancée, le nerf optique n'est pas suffisamment atteint pour qu'on se dise que ça justifie qu'on fasse des examens complémentaires. Et 50% des glaucomateux traités, soi-disant glaucomateux, à la fin, on se rend compte qu'ils ne le sont pas. Parce que c'est une maladie tellement préoccupante et effrayante pour les médecins ophtalmologistes que quelquefois, quand on a un doute, il vaut mieux faire des examens. Être tranquille après en disant que bon, les examens sont négatifs. Mais en réalité, c'est qu'il n'y a pas un seul signe qui permet de dire que ça, c'est le glaucome. C'est un faisceau d'arguments qui va de la tension oculaire, qui va des antécédents familiaux, qui va de l'aspect du nerf optique, qui va maintenant des examens complémentaires qu'on appelle le champ visuel, qu'on appelle l'OCT, on va en parler tout à l'heure,
qu'on appelle parfois chez certains patients, on est obligé de faire même les courbes de tension oculaire, où on leur prend la tension oculaire toutes les heures, parce qu'on peut voir un patient qui a 15, une tension tout à fait normale, 15-16 dans la journée, et la nuit, sa tension monte à 30-40, surtout des malades qui ont des glaucomes à angle fermé. Donc, si on ne fait pas la courbe et qu'on voit le malade tout le temps dans la journée, on peut passer à côté d'un signe de glaucome important. Donc, effectivement, c'est une maladie qui est diagnostique difficile. Ce n'est pas toujours aisé de faire le diagnostic. Maintenant, toutes les maladies, quand la maladie est avancée, c'est très facile quand elle est avancée de voir que ça c'est un glaucome, la tension est élevée, tous les signes classiques. Mais souvent, au début, c'est d'autant plus intéressant d'attraper la maladie au début, si je peux m'exprimer ainsi, parce qu'à ce moment-là, on évite des dégradations ultérieures qui peuvent conduire jusqu'à la cécité. Alors, nous allons parler de la prise en charge dans un instant, mais je rappelle que nous parlons du glaucome angle ouvert, puisque nous sommes en Afrique et ça concerne plus les Africains. Mais, docteur Dino, est-ce que le fait, puisqu'il y a des gens qui ne veulent pas, tout au moins, rencontrer les médecins, qui estiment qu'après un moment, lorsqu'ils ne voient plus bien, ils sont obligés de porter des lunettes et ils travaillent avec, peut-être parce que ça améliore légèrement la visibilité. C'est le risque également de le faire aussi. Une fois que le nerf optique est touché par le glaucome, comment ça se manifeste cliniquement? Ça se manifeste par une perte de la vision. Malheureusement, cette perte de la vision là, commence par la vision périphérique, c'est-à-dire que vous ne voyez pas sur le côté, ça s'éteint, ça se ferme comme cela. Et un glaucomateux, en fin de maladie, il a une vision, ce qu'on appelle une vision tubulaire, comme s'il regardait dans un tuyau. Mais dans cette vision tubulaire, il peut voir 10 sur 10. Et ça veut dire qu'il ne s'en rend même pas compte que sa vision s'est rétrécie, que son champ de vision s'est rétréci. Donc, par exemple, si c'est un chauffeur, un cycliste qui va venir là, il ne va pas le voir jusqu'à la dernière minute quand il sera juste en face de lui. On ne peut pas le savoir, on ne peut pas dire que là, j'ai déjà des signes, la vision. La baisse de la vision n'est pas une manifestation du glaucome. Si c'était une manifestation, ce serait bien, parce que là, on verrait venir des gens qui ont des glaucomes. C'est difficile parce qu'il n'y a pas un signe précis qui permet de conduire le malade vers l'ophtalmologiste. Alors, nous allons attaquer un aspect, un volet important, c'est la prise en charge quand même. On sait que ça peut être long. Est-ce qu'on peut guérir du glaucome? Ou simplement, on va l'entretenir jusqu'à ce qu'on quitte ce monde? Alors, on a dit qu'il y a plusieurs types de glaucome. Tous les glaucomes qui sont d'origine, par exemple, traumatique, une fois qu'on a traité la cause, qu'on a traité l'inflammation, une fois qu'on a traité l'hémorragie dans l'œil, une fois qu'on a arrêté le traitement qui fait monter la tension, le glaucome peut partir. Mais tous les glaucomes, disons, génétiques, d'origine génétique, c'est un traitement à vie, c'est comme l'hypertension. C'est un traitement, c'est des gouttes toute votre vie. Parce qu'une fois que vous ne mettez pas les gouttes, la tension oculaire qui monte abîme certaines cellules visuelles et aggrave la perte de fonction du nerf optique. Vous dites bien que c'est un traitement à vie sur un autre plan. Lorsqu'on n'a pas les capacités à pouvoir trouver la solution au premier cas, vous avez évoqué 2 ou 3 cas, 2 versions des faits pour la prise en charge. La prise en charge, effectivement, il n'y a pas que les collyres, il n'y a pas que les traitements par les collyres médicamenteux. Il y a d'autres modalités de traitement, mais toutes ces modalités-là sont bien codifiées par les sociétés savantes. On peut citer certaines, on peut citer le laser, on peut citer la chirurgie, on peut citer aussi certaines opérations qui font que la maladie peut être contrôlée. Mais chacune de ces opérations, chacune de ces modalités thérapeutiques a ses avantages et ses inconvénients et ses indications précises. Est-ce qu'il est possible d'éviter le glaucome, par exemple? Oui. Il est possible d'éviter les glaucomes évitables. Mais le glaucome qui est génétique, vous ne pouvez pas l'éviter. Le glaucome héréditaire, vous ne pouvez pas l'éviter. Il faut juste le diagnostiquer suffisamment tôt, avant que la vision ne soit perdue, et le traiter. Ce sont ces glaucomes que les patients vont avoir à traiter pendant toute leur vie et à faire des contrôles réguliers. Et quel est celui qu'on peut éviter et comment faire pour l'éviter? Écoutez, toutes les précautions
de ne pas prendre des colliers qui contiennent des corticoïdes à tort et à travers ou pour des durées importantes, les traumatismes, les inflammations. En fait, il faut aller chez l'ophtalmo quand il y a un problème oculaire, ne pas gérer à la maison. Et à ce moment-là, s'il y a une tension oculaire élevée, pour ces causes précises-là, on peut traiter la cause et supprimer la présence du glaucome. Alors, juste pour vous taquiner un peu, on a l'impression que les gens n'y vont pas voir les ophtalmologistes, peut-être parce que les coûts sont quelque part élevés. Ce n'est pas tout le monde qui a la possibilité de rencontrer un médecin. Peut-être la raison pour laquelle les gens préfèrent se retrouver face à des situations un peu plus complexes. Oui, oui, ça c'est un problème de santé publique, économie de la santé. Ce n'est pas un problème de l'ophtalmologiste. Ce que je sais, c'est que la médecine coûte cher, les appareils coûtent de plus en plus cher. Un OCT comme celui-là, c'est 80 000 €. Il faut le faire marcher. On a la chance, déjà si on a la chance de l'avoir, d'éviter que les patients, ceux qui peuvent s'offrir ces examens-là, aillent le faire ailleurs. C'est déjà formidable de pouvoir avoir ça disponible. Donc maintenant, même les traitements, en réalité, même les traitements coûtent cher. Le traitement de référence non générique, en moyenne 16-17 000 le flacon. Générique, entre 8 et 12 000, ce qui marche le mieux. Donc, effectivement, ça coûte cher. Alors, il y a une possibilité. On va se séparer dans un instant, docteur. Le temps, pour vous, en tout cas, de rappeler quand même ce qu'il y a lieu de faire, ce qu'il faut éviter, si c'est évitable, et c'est quoi, finalement, quelles sont les manifestations. C'est vrai que ce sont des manifestations qui ne sont pas visibles, vous l'avez dit, pour savoir qu'on est atteint du glaucome, mais c'est lorsqu'on va rencontrer un médecin que l'on découvre, finalement. Alors, la première chose que je voudrais dire, c'est que si vous avez déjà la chance qu'on diagnostique le glaucome, mettez votre traitement. Alors, on est souvent désespéré par certains patients qui viennent, on a fait le diagnostic du glaucome, on leur a prescrit un traitement, et le prennent. Dès que le premier flacon finit, vous le revoyez 4 ans après, la maladie est au stade avancé ou terminal. Ça, vraiment, si on a déjà la chance que un médecin, un ophtalmologiste a dépisté votre maladie, vous a fait des examens, vous a donné un traitement. Et souvent même, ce n'est pas des patients certains ont des assurances maladie, mais la paresse, je ne sais pas, ou la fatigue de mettre des gouttes dans les maladies chroniques, on a souvent ces symptômes où les patients sont fatigués de mettre des traitements. Mais il ne faut pas se fatiguer. La première chose, pour les gens qui ont un glaucome dépisté, connu, il faut vraiment qu'ils mettent leur traitement. Tous les jours, une goutte ou deux, selon ce que le médecin a prescrit. Pour ceux qui ont des glaucomateux dans leur famille, il faut qu'ils se disent que on a dit que c'est une maladie héréditaire. Est-ce que je l'ai ou je ne l'ai pas? Mon frère l'a. Le problème ici, c'est que parfois, dans certaines familles, on ne connaît pas des maladies qui existent. On a un frère, on a une sœur, on a un cousin qui a une maladie. On sait qu'il a perdu la vue. On sait qu'il y a des gens qui ont perdu la vue dans la famille. Mais souvent, on ne sait pas pourquoi ils ont perdu la vue. Et quand des patients viennent ici, qu'on dépiste le glaucome, on demande est-ce qu'il y a des personnes dans la famille qui ont perdu la vue? Parce que c'est un élément diagnostique essentiel. Et souvent, ils ne s'en souviennent pas. Ou alors, ils reviennent 2 jours après et disent « Ah oui, docteur, je vous avais dit que je ne savais pas, mais mon oncle paternel a perdu la vue, même son petit frère. Peut-être que c'était ça. Et il y a mon frère qui me dégoûte tous les jours. » Donc, se faire dépister. Si vous avez des antécédents dans la famille, troisième conseil que je peux donner, c'est que quand vous êtes à l'âge d'avoir des lunettes, si vous avez besoin de lunettes, il vaut mieux aller voir un ophtalmologiste qui vous fasse un examen complet, qui regarde votre nerf optique, qui voit si vous avez une prédisposition au glaucome, qui vous fasse des examens et qui dépiste ou non ce glaucome-là. Quatrième conseil, tous les glaucomes qui sont évitables, qu'on les évite. C'est-à-dire que n'allez pas vous faire prescrire des colliers à la pharmacie ou ne prenez pas pendant des durées non conseillées par le médecin certains types de colliers. Ou alors, si vous avez des inflammations, faites des suivis par un ophtalmologiste. Voilà un peu quelques conseils qu'on peut donner sur cette maladie qui est assez difficile et grave en même temps. Docteur Manga Théoda, vous êtes ophtalmologiste, ça il faut le rappeler. Et vous êtes l'un des doyens, en tout cas, il faut aussi le préciser. Merci d'avoir répondu à nos questions.
Merci, M. Ndongo. À vous également, chers téléspectateurs, vous l'avez compris, l'une des prescriptions principales, c'est consulter le médecin. Chaque fois qu'on peut constater qu'il y a anomalie au niveau de la vue, ça vous permettra de savoir si oui ou non vous êtes victime du glaucome, qui est donc une très mauvaise maladie, la deuxième cause de cécité, après bien entendu ce qu'on a appelé la cataracte. Merci encore de rester sur Equinox et à très bientôt, au revoir.